Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Christophe Leclerc. Bonjour Patrick, merci de m'accueillir. Voilà, Christophe, tu es avocat fiscaliste au bureau CMS Francis Lefebvre. Tout à fait. Voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler du projet de loi de finances 2026, des débats très mouvementés à l'Assemblée nationale ce week-end. Je rappelle, on est le lundi 27 octobre. On eurodate un peu cette séance parce qu'effectivement, il y a des changements, des amendements, des rejets tous les jours. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui pourrait être invalidé demain. C'est pour ça qu'on donne la date. Donc, je te propose peut-être de nous repréciser le calendrier. Donc, on est lundi 27 octobre. À partir de quelle date doit-on voter ce projet de loi de finances 2026 ? En principe, un vote solennel aura lieu le 4 novembre prochain. Donc, pour mémoire, effectivement, beaucoup d'incertitudes. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a introduit un projet de texte qui a été débattu, qui a fait l'objet de débats la semaine dernière et d'amendements adoptés assez conséquents par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui a finalement rejeté le texte, amendé, de sorte qu'on est reparti depuis vendredi dernier sur le texte, l'examen par l'ensemble des députés du texte original déposé par le gouvernement. On murmure qu'il y a à peu près 3000 amendements à examiner. Parmi ces amendements, on en reparlera, et seront reproposer ceux qui avaient été adoptés par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, on va peut-être parler déjà de deux mesures importantes qui font couler de l'encre dans la presse et même nos clients nous posent des questions. La première, la contribution différentielle aux hauts revenus. Est-ce que tu peux nous expliquer où on en est aujourd'hui suite au débat de la semaine dernière ? La contribution différentielle sur les hauts revenus, c'est ce fameux impôt minimum de 20%, qui existe déjà sur 2025. Il y a un acompte qui sera réglé au plus tard le 15 décembre au titre de cette contribution. On rappelle que c'est sur des salaires supérieurs à 250 000 euros. Supérieurs, tu as tout à fait raison, à 250 000 euros pour un célibataire ou à 500 000 euros pour un couple. Et avec l'idée d'un impôt minimum à 20%, auquel s'ajouterait 17,2% de prélèvements sociaux, puisque le 20% dont nous parlons, c'est l'impôt sur le revenu, et l'impôt sur le revenu seulement. Donc une comparaison de cet impôt minimum à l'impôt calculé, et éventuellement un complément à acquitter. L'enjeu de ce projet, c'est de proposer que cette contribution soit reconduite pour 2026. Les députés ont adopté la reconduction jusqu'à ce que le déficit redescende en dessous de 3%. Donc on va pour l'instant au-delà. Les députés vont au-delà de ce qui est présenté par le gouvernement à l'heure où nous nous parlons. Donc une mesure temporaire initialement qui peut devenir relativement longue en termes de durée, parce que 3%, c'est vrai que ça va être un exercice assez difficile d'aller chercher les 3%. Comme beaucoup de choses en France. Voilà. Deuxième sujet important, les holdings. Là aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc la taxation des holdings avec les 2% à partir de 5 millions d'euros. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la mesure sur la taxation de ces holdings ? Alors là, c'est intéressant de s'y arrêter un tout petit peu parce que c'est nouveau et c'est assez conséquent. Donc il s'agit d'une taxe de 2% sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. En réalité, ce n'est pas seulement les holdings qui sont visés, c'est une taxe qui s'appliquerait aux sociétés qui ont leur siège en France et qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, sous réserve d'exonérations spécifiques pour notamment les SICAV, les sociétés de capital risque, ou les sociétés, les SIC, les sociétés d'investissement immobilier cotées, qui s'appliquerait également aux sociétés étrangères qui sont assujetties à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés. Alors, il faut peut-être dire une chose sur l'assujettissement et puis ensuite qui sont les redevables de la taxe. Et puis on parlera une minute de la base d'imposition à cette taxe de 2%. Les sociétés sont assujetties à la taxe sous réserve de certaines conditions. D'abord, qu'on parle de sociétés qui ont une valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent supérieure ou égale à 5 millions d'euros. Première chose. Deuxième chose, elles sont détenues à plus de 33,33% par une personne physique et son cercle familial, au sens large. Et quand la holding est étrangère, on parle ici d'une personne physique qui va avoir son domicile fiscal en France. Troisième condition, elle perçoit des revenus passifs qui représentent plus de 50% du montant cumulé de ses produits d'exploitation et de ses produits financiers.
Les revenus passifs, c'est les dividendes, les intérêts, les redevances, les droits d'auteur, les produits de cession de biens qui sont générateurs de ces revenus. Et enfin, elles ne sont pas contrôlées par une autre société qui est soumise à la taxe. Donc il va falloir regarder les organigrammes. Ça, c'est pour les sociétés assujetties, donc qui rentrent dans le champ, sous réserve de ces conditions. Maintenant, les redevables de la taxe, lorsque la société holding a son siège en France, le redevable, c'est la société. La taxe sera due par elle, et d'ailleurs, elle ne sera pas déductible de l'IS. Lorsque la société a son siège hors de France, la taxe est due par les personnes physiques qui détiennent plus de 33% avec leur groupe familial et qui ont leur domicile en France. Ce qui pose d'ailleurs des difficultés quand on a une partie des personnes physiques qui sont en dehors de France, alors que la taxe va peser sur les personnes qui sont, elles, en France. Et enfin, un mot sur l'assiette, qui est une assiette assez compliquée, qu'il faut distinguer selon que la holding est française ou qu'elle est étrangère. Quand la holding est française, donc à quoi s'applique ce taux de 2%? Il s'applique à une somme de 3 montants. D'abord, à une valeur vénale des biens meubles corporels et des biens immeubles qui sont détenus par la société. Dans les immeubles, on peut prendre en compte les dettes d'acquisition sous certaines conditions et on exclut de cette assiette des biens meubles et des immeubles les biens meubles et immeubles qui sont affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Deuxième montant qu'on a pour déterminer cette assiette, les disponibilités et les titres, autres que les titres de participation, les titres de jeunes PME et ceux des FCPR. Et ces disponibilités et ces titres, sous réserve des exceptions que j'ai données, sont pris en compte après déduction de certains montants. Et là, on tombe dans quelques complexités, mais qu'il faut avoir en tête, notamment déduction faite des sommes qui sont en attente d'emploi suite à une augmentation de capital, datant de moins de 2 ans, ou en attente de remploi lorsqu'il y a eu des opérations de cession au titre des 2 derniers exercices. Et puis, on va déduire une sorte de matelas de liquidité formé soit du plus élevé parmi plusieurs montants, 15% de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture, 2 fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des 3 derniers exercices clos, montant des dettes à 1 an ou plus détenues à la date de clôture de l'exercice, et moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des 3 derniers exercices et affectés à l'exercice de l'activité. Troisième montant, dans cette énumération un peu laborieuse, technique et piégeuse, à rajouter donc à cette assiette la somme des valeurs vénales des participations détenues par la société dont nous parlons dans des filiales non cotées, contrôlées directement ou indirectement par elle, qui détiennent des actifs dont la valeur vénale excède 5 millions d'euros et dont les revenus passifs excèdent 50% des produits d'exploitation et des produits financiers. Donc on va comme ça descendre pour aller capter les valeurs vénales des participations des sous-holdings. Quand on est en présence d'une holding étrangère, l'assiette est différente. Ici, celui qui est redevable de la taxe, c'est la personne physique. Et l'assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations qui sont détenues par cette holding avec un calcul qui tient compte justement de cette idée, de ce troisième montant qui est à rajouter pour l'assiette des sociétés françaises, de cette idée d'aller chercher la valeur vénale des sociétés qui représentent plus de 5 millions d'euros et qui ont des revenus passifs pour plus de 50% de leur montant. Tous ces montants étant pris a priori au dernier jour de l'exercice, donc au 31 décembre. On va avoir des modalités de recouvrement qui seront alignées sur l'impôt sur les sociétés pour ce qui est dû par la holding, donc en présence d'une société holding française. Et à l'inverse, c'est plus des modalités calées sur l'impôt sur le revenu quand on parle d'une holding étrangère. Pour être concret, ça veut dire que je détiens dans ma holding un immeuble de 5 millions d'euros. Je détiens via ma holding des participations dans d'autres sociétés qui dépassent 5 millions d'euros de capitaux. J'ai 5 millions de disponibilité dans ma holding. Ces 3 critères, ces 3 poches vont être taxés à hauteur de 2%.
Exactement. Donc 5 plus 5 plus 5, ça fait 15 millions. J'ai 2% appliqués sur ces 15 millions que je devrais payer au titre de cette nouvelle taxe. C'est tout à fait ça. C'est l'idée de cette addition de 3 montants, évidemment en retenant le fil conducteur qui est de faire abstraction de ce qui est affecté à une activité industrielle. Voilà, les locaux, ce que tu disais tout à l'heure. Mais ça suscite beaucoup de questionnements par rapport au taux qui est assez élevé, par rapport à la circonstance que touchant ces holdings françaises, même dans des situations de personnes physiques qui peuvent être à l'étranger, des départs de France ne sont pas forcément la solution à une exonération. Ça touche également à des questionnements autour des typologies de liquidité, quand on a des comptes courants d'associés, quand on envisage des augmentations de capital. Tout ça étant encore à l'état de projet, n'ayant pas encore été discuté. Oui, c'est important de le préciser, c'est effectivement un projet. Mais c'est un projet qui arrive assez vite, puisque présenté par le gouvernement et applicable pour les holdings françaises dès l'exercice 2025, au titre de l'exercice 2025, pour les holdings étrangères à compter de 2026. Et pour une holding étrangère, si je reprends le même exemple, 5 plus 5 plus 5, c'est la personne physique qui réside en France qui devra payer les 2% des 15 millions, soit 300 000 euros sur ces liquidités personnelles. Qui seraient redevables de l'impôt. De l'imposition, tout à fait. Et non la structure juridique. Donc ça, c'est adopté. Ça n'est pas encore adopté. Ça avait été rejeté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, mais vraisemblablement à tort, au bénéfice d'une clause qui consistait à, pour les besoins des droits de succession, dans l'hypothèse de valorisation d'une holding de ce type-là, aller voir les participations qui étaient en dessous pour tenir compte, dans la valorisation de ces holdings, des sociétés qui sont en dessous. D'accord. On a parlé à un moment de la taxe Zuckman. Elle est remplacée par cette taxe sur les holdings ou elle risque de revenir, la taxe Zuckman Elle avait été rejetée. La taxe Zuckman, c'était cette taxe de 2% pour des patrimoines à partir de 100 millions d'euros. Elle a été rejetée, à ma connaissance, par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Elle revient, ou en tout cas on en reparle, avec des expressions journalistiques autour de mini-taxe Zuckman, autour d'une proposition, d'un amendement proposé par le Parti socialiste de taxation de 3% sur les patrimoines à partir de 10 millions d'euros, sous certaines exonérations. Qui viendrait remplacer cette taxe à 2% à partir de 5 millions Je ne sais pas. On verra les débats. On verra les débats à l'Assemblée. On verra les débats. Je crois que c'est en discussion. Alors, comme tu le disais, il y a énormément d'amendements. 3000 amendements qui ont été déposés, adoptés en commission des finances. Est-ce que tu peux nous présenter quelques amendements qui ont été présentés, non encore débattus, mais qui pourraient, alors même si tu le disais, le texte a été rejeté, même si on pourrait avoir certains de ces amendements qui pourraient revenir à l'ordre du jour cette semaine? Tout à fait. Alors on peut peut-être faire deux choses pour les personnes qui nous écoutent. Il y a quelques amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale et certains qui avaient été présentés dans le projet, et puis d'autres qui sont ceux qui avaient été adoptés par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui sont ceux peut-être sur lesquels on a un peu plus de recul que ces 3000 dont nous parlons et qui sont susceptibles de revenir. Donc, si on dit un mot de ce qui a été adopté, c'est assez récent. On a finalement une indexation du barème qui avait été refusée au départ par le projet du gouvernement, une défiscalisation des heures supplémentaires sans plafond, la défiscalisation des pensions alimentaires, avec finalement un mécanisme où elle est taxée, elle n'est plus déductible par celui qui la verse et elle est non taxable par celui qui en bénéficie, l'exonération des pourboires, un crédit d'impôt qui a été créé pour alléger les frais de séjour des résidents en EHPAD ou de leur famille. Et puis, on n'a pas encore parlé, mais c'était dans le projet, ça a été pas mal débattu, le gouvernement prévoit dans son projet de réduire l'abattement de 10% applicable aux pensions pour le plafonner à 2 000 euros.
Pour les retraités. Pour l'instant, pour les retraités. Pour l'instant, ça n'est pas encore examiné. Voilà pour les mesures qui ont commencé à être examinées. Outre, on en a parlé, la contribution différentielle sur les hauts revenus qui a été actée comme étant renouvelée jusqu'à ce que le déficit redescende en dessous de 3%. Maintenant, deuxième partie, effectivement, si on fait un petit focus sur les différentes mesures, peut-être par thème, des amendements adoptés par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, donc qui pourraient revenir. Il y en a un peu dans tous les domaines. Alors, pour commencer par une catégorie, il y en a eu en matière de résidence fiscale, deux importants à suivre, avec un dispositif d'introduction d'un principe d'impôt universel ciblé. L'idée, c'est de rajouter à la condition, aux critères de domiciliation en France, le fait que puisse être passible de l'impôt sur le revenu en France, sous réserve évidemment des conventions fiscales qui ont été signées, les personnes de nationalité française sur une période de 10 années, suivant leur départ, dont le revenu excède 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qui est résidé au moins 3 ans en France sur les 10 années ayant précédé leur changement de résidence et qui vont dans un État ou qui sont allés dans un État qui pratique une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle applicable en France sur les revenus du travail, du capital et du patrimoine. Donc l'idée est, à travers ce principe d'impôt universel ciblé, de rattraper des gens qui auraient bénéficié, du fait de leur départ, d'une suroptimisation, en prévoyant qu'ils demeurent des contribuables français pendant une certaine période. C'est-à-dire, je quitte le territoire français pour aller, je prends l'exemple de l'île Maurice, où j'ai une fiscalité qui est moins importante que celle de la France. Je vais être taxé pendant un certain nombre d'années, même si je suis parti à l'île Maurice à partir du 1er janvier 2026, c'est ça? À partir du moment où j'ai un revenu qui excède 5 fois le base. Voilà. Deuxième typologie de mesure, toujours en matière de résidence fiscale, c'est une mesure qu'on revoit, c'est l'aménagement de l'exit tax, cette idée de taxation des plus-values latentes, sous certaines conditions bénéficiant d'un sursis au moment du départ de France. Donc un exit tax qui serait un exit tax renforcé, qui prévoirait notamment qu'en cas d'installation du contribuable dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne, j'ai un sursis qui soit réservé à une installation dans un État parti à l'accord sur l'espace économique européen. C'est l'Union européenne plus 2-3 pays. Sinon, il n'y a pas de sursis. Et pour les plus-values latentes, un dégrèvement d'impôt qui ne se fasse plus au bout de 2 ou 5 ans, mais au bout de 15 ans. D'accord. On a eu des mesures en matière d'actions gratuites et de bons de souscription par de créateurs d'entreprises. Dans le temps qui nous est imparti, peut-être qu'on peut mettre ça de côté. Des mesures sur le PER importantes, puisqu'il a été question d'une obligation de liquidation ou de rachat du PER lorsque le détenteur atteint l'âge de la retraite. On sait qu'il peut être intéressant de conserver un PER pour qu'il soit transmis dans ces situations-là, sous certaines conditions. Il n'y a pas de rattrapage fiscal sur les sommes qui ont fait l'objet de déduction. Cette obligation de liquidation lors de la liquidation du départ en retraite, de l'atteinte de l'âge de départ en retraite, entraînerait une fiscalité relativement importante au moment de la liquidation. Et à l'inverse, une mesure qui consiste à essayer d'accroître la capacité de déduction à l'entrée, notamment pour des personnes peut-être qui n'ont pas eu tout de suite une épargne suffisante à mettre en PER, qui est un produit intéressant, avec une proposition qui a été faite d'étendre de 3 à 5 ans la période de référence qui permet à un contribuable de recourir à la fraction non utilisée du plafond de déduction. On a des propositions qui se sont faites sur le régime de l'apport-cession, avec un amendement qui a proposé une modification du seuil de réinvestissement qui passerait, au travers de cet amendement, de 60 à 80%, avec un délai allongé de 2 à 5 ans pour réinvestir, et une proportionnalité du report. Si on n'a pas tout réinvesti, la partie non réinvestie est fiscalisée, la partie qui a été réinvestie continue à bénéficier du report. Et une modification aussi importante, tout ça dans ce même amendement adopté en commission des finances de l'Assemblée nationale
texte qui finalement a été rejeté, donc on n'y est pas sur ces sujets-là, et c'est intéressant d'en parler. L'idée de supprimer le décès permettait de s'affranchir totalement du report. On aurait désormais, sous certaines conditions, une transmission du report en cas de décès aux ayants droit, aux héritiers. On a des mesures en matière d'immobilier à surveiller. Alors, il y a eu la réintroduction dans le projet du gouvernement, par voie d'amendement, du statut du bailleur privé, mais un statut de bailleur privé qui est à portion congrue, puisqu'il s'agit d'autoriser un amortissement pour l'acquisition des biens neufs de 2% du bien par an, plafonné à 5 000 € de déduction, et de reconduire la mesure qui permet de doubler l'imputation du déficit foncier sur le revenu global. C'est qu'on peut imputer 10 700 €. Il y avait une possibilité de le faire à hauteur du double, c'est-à-dire 21 400 € pour les dépenses qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique du bien. Là, il serait question de proroger la mesure. C'est vrai qu'il n'y a pas de mesure pour l'immobilier ancien, et c'est très en deçà de ce qui avait été préconisé par les rapporteurs du projet visant à l'adoption de ce statut de bailleur privé. C'est intéressant parce que ça, c'est dans le projet du gouvernement. À côté de ça, il y a eu quelques amendements assez structurants. L'un parlant d'interdire la déduction du résultat imposable du montant de l'amortissement des biens donnés en location non professionnelle. Là, ça peut être un amendement qui, s'il revenait, ait des conséquences lourdes sur le statut de LMNP et sur l'immobilier de façon générale. Un rehaussement du taux d'abattement du régime microfoncier de 30 à 50%. Une lutte contre l'achat-revente, c'est une mesure qu'on avait vue venir l'année dernière, qui n'a pas abouti finalement. L'achat-revente d'un bien immobilier qui est le statut de résidence principale dans un court délai. Là, l'idée, c'est que les résidences principales soient conservées 5 ans, sauf cas particulier où on puisse véritablement illustrer que c'est un impératif familial, médical, professionnel qui a conduit à cette vente avant les 5 ans de la résidence principale. On rappelle que la résidence principale n'est pas fiscalisée sur les plus-values. Tout à fait. On a, sur le Dutreil, peut-être, une ou deux mesures à évoquer. Des mesures assez structurantes, là encore, qui pourraient revenir. Peut-être 3. L'introduction d'une condition d'âge qui tient à l'âge, enfin, d'une condition qui tient à l'âge des donataires, puisqu'il faudrait qu'au moins un des donataires soit d'un âge compris entre 18 et 60 ans au jour de la transmission. Un deuxième amendement avec une suppression de la possibilité d'intégrer les biens personnels dans le champ de l'exonération Dutreil. Et un allongement de l'engagement individuel de conservation de 4 à 6 ans. Voilà ce qu'on peut... Il y a quelques autres mesures à la fois dans le projet du gouvernement et dans ce qui avait été présenté par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, mais peut-être, voilà ce qu'on peut dire en résumé des grandes mesures qui sont encore à l'état de discussion. Voilà, donc on rappelle que c'était uniquement des amendements adoptés par la Commission des finances, mais pas encore débattus et rejetés, donc qui risquent de revenir à l'ordre du jour dans les prochains jours. Voilà, on s'y perd, mais des abattements discutés en Commission des finances, un texte rejeté au complet en Commission des finances, on repart du texte originel et on reparle de tous ces amendements. Merci Christophe pour toutes ces explications. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en dessous de la vidéo, de façon à ce qu'on puisse éventuellement détailler des points qui vous intéressent et on pourra refaire une vidéo avec Christophe. Mais on reviendra, je pense, après le 4 novembre pour voir qu'est-ce qui a été accepté, adopté, échangé au niveau de l'Assemblée nationale, de façon à vous mettre à jour sur ces différents éléments. Et sinon, le calendrier, c'est Conseil constitutionnel quand même à la fin de l'année, pour entériner définitivement le projet de loi de finances 2026. Exactement. Ça, c'est la pierre finale. Et on est, pour l'instant, beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'humilité par rapport à ça. Merci de m'avoir reçu, Patrick, et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.